Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc revenons à ce que Schrödinger avait établi. Donc il avait établi une équation d'onde, l'équation de Schrödinger pour la fonction d'onde, et il voyait psi carré non pas comme l'interprétation que nous connaissons, mais comme une densité de charge. Et dans ce cas-là, J était alors un courant électrique. Et il interprétait sa fonction d'onde comme décrivant l'évolution de la densité de charge et de courant autour d'un atome. En l'appliquant à l'hydrogène, ce qu'il s'appliqua à faire, il obtint un état de base pour lequel le courant est nul. Donc on a une densité de charge statique distribuée autour du noyau, ce qui fait qu'il n'y a pas de rayonnement. Et lorsqu'on a un état excité, on a cette fois-ci un courant non nul, ce qui peut alors conduire à un rayonnement électromagnétique, pour ce qui permet alors à l'électron de revenir dans son état de base. Ce qui semblait donc cohérent avec ce que l'on savait. Mais très rapidement, il s'avéra que les solutions ne collaient pas. Elles ne correspondaient pas aux observations expérimentales. Donc cette approche était erronée. Ce n'était pas bon. L'équation semblait correcte, mais pas son interprétation. C'est Bohr et Heisenberg qui comprirent au départ qu'il fallait une approche probabiliste. La première construction de la mécanique quantique était la formulation matricielle de Heisenberg et elle conduisait au principe d'indétermination, d'incertitude que Bohr mit en avant. C'est Born qui trouva la bonne règle. C'est lui qui trouva que le carré de l'amplitude, d'une amplitude quelconque ou de la fonction d'onde en particulier, donnait la probabilité, et que donc la probabilité ici était une densité de probabilité de présence de l'électron. Dans un atome, la fonction d'onde, globalement répartie autour du noyau, ne représente donc pas un électron étalé, dispersé. L'électron est ici, ou là, mais dans tous les cas, il est ponctuel. Même si cette incertitude, cette caractéristique décrite par la fonction d'onde est intrinsèque, sinon il n'y aurait pas les phénomènes d'interférence, par exemple, et sinon on aurait juste psi carré, et pas psi, avec son amplitude et sa phase. Donc il y a réellement une incertitude intrinsèque à la position de l'électron, mais il ne reste pas moins que l'électron est ponctuel. C'est une charge ponctuelle. Son incertitude n'est pas due à l'ignorance, elle est intrinsèque, mais n'est pas un électron étalé autour du noyau. C'est évidemment difficile à se représenter, et c'est pour ça que l'interprétation dite de Copenhague, de Bohr, qui était danois, fit couler autant d'encre, et nous y reviendrons. Mais, n'empêche que cette approche est cohérente et fonctionne. Supposons maintenant qu'on ait un nombre très grand de particules, un nombre n extrêmement grand, des milliards de particules, toutes dans le même état psi. Dans ce cas-là, si on a un petit volume dV, un tout petit volume, la probabilité de trouver une particule dans ce volume, c'est psi carré, et comme il y a des milliards de particules, on va y trouver en moyenne à peu près psi carré dV particules dans ce volume. Dans ce cas-là, on peut réellement interpréter psi carré comme une densité de particules, un nombre moyen de particules par unité de volume. Et si elle porte une charge électrique, il suffit de multiplier par Q pour avoir la densité de charge. Mieux, on peut absorber Q dans la fonction d'onde. Il suffit de prendre la racine carrée de la charge et multiplier par psi. Dans ce cas-là, on peut directement interpréter psi carré comme une densité de charge électrique. Et J devient alors réellement un courant électrique, en moyenne sur des milliards de particules. Donc, on peut faire cette interprétation de densité de charge et de courant, mais à condition de le prendre comme une interprétation
macroscopique lorsqu'on a des milliards de particules qui sont toutes dans le même état quantique. Et c'est à ce moment-là que les effets quantiques se manifestent à l'échelle macroscopique. Ce raisonnement, cette approche est vraie aussi pour des particules neutres, sans charge électrique, comme le photon. Si on a des photons, des milliards de photons qui sont dans le même état, nous savons que ce sont des bosons, que les photons ont tendance à se mettre dans le même état. Si on a déjà des milliards de photons, d'autres photons qui seraient créés auront tendance à être créés dans le même état que les autres photons. C'est leur comportement grégaire qui donne l'effet laser. Et dans ce cas-là, on a exactement la même chose. On peut définir une densité de présence, du nombre d'électrons, et on obtient en fait un potentiel vecteur. Et en fait, c'est le potentiel vecteur de l'onde électromagnétique correspondant au photon. La fonction d'onde, avec des petits guillemets, macroscopique des photons est le potentiel vecteur classique. Ici, la physique quantique et la physique classique se rejoignent, puisqu'on obtient une fonction d'onde avec quelques réserves pour le photon, qui s'avère être rien d'autre que le champ classique quand on a un très grand nombre de photons. C'est d'ailleurs cette propriété qui a permis de découvrir les lois de l'électromagnétisme. Maxwell n'avait pas affaire à des photons isolés, mais à des rayons lumineux, des ondes radio, des champs électromagnétiques qui impliquaient des milliards et des milliards de photons. Ça, il ne le savait pas. Lui, ce qu'il avait, c'est ses comportements. Et donc, il a pu en déduire les équations de Maxwell, avec potentiel vecteur, champ magnétique, champ électrique, etc. Et c'est après qu'on est passé à la formulation quantique. Donc là, le chemin s'est fait au sens inverse, grâce à cette propriété-là. Ici, pour les électrons, nous voulons faire le chemin dans l'autre sens, partir du quantique et appliquer ça. Mais pour les électrons, on a tout de même un problème. Parce que les électrons sont des fermions, pas des bosons. Le principe d'exclusion interdit à deux électrons d'être exactement dans le même état. Et donc, avoir des milliards d'électrons, tous dans le même état, psi, est impossible. Donc pendant longtemps, on a pensé que cette interprétation dans le cas des électrons ne pouvait pas être correcte. Mais en réalité, on observe un phénomène analogue au laser. Pour les électrons, c'est le phénomène de supraconductivité. Dans le supraconductivité, on va obtenir une situation analogue à celle-là, pour laquelle on peut utiliser cette interprétation de densité de charge et de courant électrique. Ça, c'est ce que nous verrons. Nous verrons pourquoi la supraconductivité autorise ce qui, en apparence, ne devrait pas être possible. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer l'aspect expérimental. Nous allons voir la supraconductivité, comment elle se manifeste, ce qu'elle donne. Nous donnerons peut-être en 2 vidéos les différentes propriétés expérimentales qui sont mesurées. Il y en a tout un paquet. Donc nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.